cela fera un bon show télévisé. C'est ainsi que Donald Trump va qualifier la réception du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février 2025, lorsque le président ukrainien a été humilié en public par le président et le vice-président américain. Eh bien, Donald Trump continue, et il continue ses shows télévisés, cette fois-ci au Proche-Orient, où il a rencontré le succès qu'il espérait obtenir dans des proportions tout à fait inattendues. Alors, on sait que lorsqu'on est chef d'État, il y a forcément une part de narcissisme, d'estime de soi qui est plus forte que la moyenne, que l'on aime bien être célébré, adulé, qu'un phénomène de cour se développe assez rapidement, même dans les États démocratiques. Mais Donald Trump n'a jamais poussé aussi loin le goût de soi-même et la volonté d'être adulé par les autres et que ceci soit public, que l'on dise publiquement qu'il est le meilleur, même si en fait il le dit assez facilement lui-même. Et là, on a une opération où tout d'abord, avant qu'il n'arrive au Proche-Orient, sur la place des otages, il a été acclamé par la foule, une foule israélienne qui le remerciait pour avoir obtenu la libération des otages. Et ce qui était assez notable, c'est que finalement, il était d'autant plus applaudi et célébré que le premier ministre israélien a été sifflé, et donc il était beaucoup plus populaire que le ministre premier. Il était donc aussi populaire que Netanyahou était impopulaire, ce qui est plutôt assez rare parce que normalement, en Israël, les présidents américains qui aident Israël ne sont pas autant populaires que cela. Et Donald Trump, qui a obligé Netanyahou à faire ce qu'il ne voulait pas faire, a été célébré pour cela par les Israéliens. Son triomphe a été suivi à la Knesset, où les députés israéliens l'ont applaudi à de nombreuses reprises, et il s'est même permis de provoquer une fois de plus Netanyahou en lui disant tu vois, c'est mieux quand même que tu sois reconnu pour des efforts de paix que plutôt comme avant à toujours tuer, tuer, tuer. Aucun dirigeant occidental n'avait provoqué de cette façon Netanyahou. Donald Trump peut se le permettre. Et puis, l'apothéose à Sharm el-Sheikh, où là, dans son discours, il a célébré ses propres louanges, dit tout le mal qu'il pensait de ses prédécesseurs, et on a eu ce spectacle tout à fait hallucinant de dirigeants d'autres nations alliés, qui écoutaient impassibles derrière et qui servaient de décor, en fait. C'était comme des plantes grasses, comme des pots de fleurs qu'on aurait glissés derrière le président américain. Il convoque le Premier ministre anglais pour dire il est où, et quand il arrive, il lui demande de retourner un peu comme un élève malpoli. Et on a vu donc tous ces dirigeants qui finalement acceptaient qu'on se moque d'eux en public. Ils l'ont accepté parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas être là, et en même temps, ils ont du mal, ils ne peuvent pas répliquer à Donald Trump. Au moins, Emmanuel Macron a choisi d'être dans la salle et pas sur la scène. D'habitude, les dirigeants aiment bien sur la scène, mais là, si c'est pour être humilié en public, qu'on se moque de vous, il veut mettre dans la salle, c'est un peu plus digne quand même. Je ne pense pas qu'on ait assisté dans un passé récent ou même lointain à cette scène où ce sont les alliés qui sont humiliés. D'habitude, peut-être qu'après une guerre, on met en scène les dirigeants des pays vaincus pour les humilier, mais même on ne le fait plus depuis longtemps, on le faisait auparavant. Mais là, ce sont ses propres alliés dont Donald Trump se moque pour se mettre en scène lui-même et pour éclipser de sa gloire tous les autres qui ne sont là que comme des objets de décoration, tout chefs d'État et de gouvernement qu'ils sont. C'est la vision que Donald Trump a de la communauté internationale. Lui devant, tous derrière. Et donc, effectivement, il n'y a pas du tout une sorte de communauté, de multilatérale où les gens négocient entre eux. Les autres ne sont que pour le décorum. Le seul acteur, le seul qui compte, c'est Donald Trump. Et donc, il en a profité pour régler ses comptes avec tous ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, mais qui, il faut le reconnaître, ont été incapables d'obtenir ce qu'il a obtenu. Quel est le dernier président américain qui a forcé la main à un premier ministre israélien? Ce n'est pas Biden, qui a très longtemps critiqué Netanyahou sans jamais rien obtenir. Ce n'est pas Obama qui a demandé d'arrêter la colonisation sans jamais rien obtenir. Et ce n'est pas non plus Bill Clinton ou George Bush. Le dernier qui l'ait fait, il faut remonter à 91, c'est George Bush père. Et donc on voit bien que là, Donald Trump innove. Et que même si on peut trouver agaçant, stupide, ridicule son comportement, il a obtenu des résultats que les autres n'ont pas obtenus. Il a aussi obtenu des résultats par rapport à Netanyahou qu'aucune autre nation européenne ou arabe n'avait obtenu auparavant. Il a voulu montrer que dans les relations entre Israël et les États-Unis, le rapport de force était à l'avantage des États-Unis et que le président américain n'était pas obligé de se taire ou de suivre ou d'accepter ce que fait le premier ministre israélien. Et une fois encore, c'est inédit depuis plus de 3 décennies. Qu'est-ce qui change par rapport à son premier mandat? Comme je l'avais dit avant sa prise de pouvoir, la différence entre 1 et Trump 2, c'est l'Arabie saoudite.
L'Arabie Saoudite qui recherchait l'alliance avec Israël lorsque Trump était président pour son premier mandat et qui la recherche moins ou même qui s'en méfie au cours du deuxième mandat parce que d'une part, elle s'est réconciliée avec l'Iran et d'autre part, il y a eu le 7 octobre. Et pour MBS, un rapprochement avec Israël est impossible tant qu'il n'y a pas la création d'un État palestinien alors qu'il ne s'en occupait pas du tout, ne s'en préoccupait pas au cours de son premier mandat. Et puis on sait aussi que Trump, lui, ce qu'il veut, c'est du commerce. Il n'est pas idéologue. L'alliance civilisationnelle avec Israël, l'alliance des démocraties avec Israël, ce n'est pas son sujet, comme tout point qui concerne les valeurs occidentales. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est le commerce. Et il se dit qu'en termes de commerce, il y a peut-être mieux à faire avec les pays du Golfe qu'avec Israël. Et que donc, il peut se permettre, sans trop de risques, de faire pression sur Israël parce que ça rétablit la relation avec les pays du Golfe. Triomphe aujourd'hui, c'est la gloire pour Trump. Alors, que va-t-il se passer? Il y a le scénario de l'enlisement une fois qu'il a obtenu ses propres félicitations, les applaudissements du monde entier parce qu'il a obtenu un cessez-le-feu. Il se désintéresse de la situation et en fait, rien n'est réglé sur Gaza, rien n'est réglé sur la Cisjordanie, rien n'est réglé sur la Palestine. Et si les choses restent en état, un jour ou l'autre, peut-être d'ici plusieurs années, le conflit reprendra. Soit il se décide d'être réellement sérieux, de réellement mériter ce prix Nobel et surtout de réellement la différence, de rentrer dans l'histoire, prix Nobel ou non, en faisant la différence et en obtenant ce que aucun de ses prédécesseurs, ce que personne n'a obtenu depuis 1948, une paix véritable entre Israël et ceux avec lesquels ils sont en guerre, les Palestiniens, et non pas les pays arabes qui ne sont pas en guerre avec la Palestine. Alors peut-être effectivement qu'on va dépendre du narcissisme de Trump. Peut-être qu'il va réaliser que s'il veut vraiment entrer dans l'histoire, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et faire pression sur Netanyahou ou ses successeurs, puisque Netanyahou est de plus en plus sur un siège électable, quelles que soient les qualités qu'il a toujours déployées pour se maintenir au pouvoir. Peut-être que ses jours sont comptés. Et Trump d'ailleurs a demandé une amnistie au président israélien pour Netanyahou, peut-être pour faciliter le fait qu'il s'accroche un peu moins au pouvoir. En tous les cas, s'il veut réellement rentrer dans l'histoire, il faut qu'il fasse pression sur Netanyahou ou ses successeurs pour aller vraiment sur l'État palestinien. Sinon, effectivement, il y a un succès qui, comme les succès précédents, Camp David 78, les accords d'Oslo 93, conférence de Madrid, Camp David, les accords de Tabar, les accords de Genève, se sont révélés vains parce que la paix véritable n'est pas survenue.